Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais préparer une petite vidéo sur la modélisation d'un pan à poutre. Le travail sera divisé en deux parties. Une partie sur la modélisation, une deuxième partie sur le chargement et la génération des combinaisons de charges selon Scrap. Donc, je vais commencer par la modélisation et je vais travailler dans les gammes de leur espace étude d'une carte. Puisque je vais modéliser une structure en 3D. La première étape, bien sûr, toujours, c'est la définition des lignes de construction. Les lignes de construction pour le tablier, ainsi que pour les différentes positions des poutres. Dans ce cas-là, on va traiter le cas d'un pan à poutre avec des poutres rectangulaires. Donc, définition des axes, et par rapport à X, c'est la coupe transversale de la poutre, du pan. Je vais avoir un seul espacement de 9,5. Déjà, la largeur totale du pan, du tablier par le. Et par rapport à 0, la première poutre commence à partir de 67 cm. Et à partir de 67 cm, un espacement de 1,36 mètres comme espacement entre les poutres, entre axes. 0,67 plus 1,36. Ça fait 2,03. Ou bien directement à partir de 0,67, je vais ajouter un espacement de 1,36. Effectivement, la dernière position de la poutre, c'est 8,83 mètres plus le 0,67 obtient le 9,5 mètres. Par rapport à Y, je vais considérer une poutre avec une seule travée de 16 mètres. Et pour Z, c'est juste un seul. Voilà. Donc, je vais commencer par les poutres. Les poutres sont des poutres rectangulaires, des sections 50 cm comme largeur et 1 mètre comme hauteur. Donc d'abord, c'est une poutre en béton armé. Dans la section, je vais définir une nouvelle section. Je vais nommer la poutre pan en poutre. Largeur 50 cm, hauteur 100 cm, la hauteur égale à 1 mètre. Et pour avoir tablier au-dessus d'une poutre, je vais excentrer la poutre, car le bout c'est toujours, elles vont modéliser les intersections entre les différents éléments entre axes. Donc je vais excentrer la poutre vers le bas de moins 50 cm pour avoir la partie supérieure de la poutre, c'est de même niveau que le tablier. La première poutre, regardez ici, donc la partie supérieure de la poutre, c'est sur le même niveau que le tablier, la deuxième poutre, troisième poutre, comme je peux copier ça, mais ok, je peux tracer les différentes poutres.
Donc, cette poutre avec 6 espacements, je vais ajouter maintenant le tablier. Donc, je peux travailler avec les polylines ou bien, puisque le tablier dans la géométrie elle est rectangulaire, je vais utiliser directement un rectangle avec un palier. Donc, voici le tablier. Il me reste uniquement de définir le matériau ainsi que l'épaisseur. L'épaisseur c'est 20 cm, donc tablier en poudre. Non, le nom de celui-là, tablier en poudre. Et le béton, c'est un béton 35, je veux dire un béton dans la résistance à la compression après 28 jours égale à 35 mégapascales. Et je vais appliquer ces caractéristiques-là vers notre tablier. Et pour afficher l'épaisseur du tablier, je vais cliquer sur panneau épaisseur. Ok. Donc, vous avez ici tablier, appuyez sur des poutres, ici pour le cas d'un banc à poutres avec une seule travée. Il me reste uniquement de définir les appuis. Pour le moment, je vais utiliser un appui simple d'un côté et une articulation de l'autre côté. Comme vous connaissez que pour les poutres isostatiques, surtout dans le domaine des ouvrages d'art, les appuis sont en élastomère flété. Hein. Donc la nappe pour laisser la liberté pour la poutre de se déplacer par rapport à l'axe fixe en cas de freinage ou bien en cas de déformation par retrait ou bien en cas de une variation du gradient de température pour éviter les situations supplémentaires pour la poutre. Dans ce cas-là, je vais libérer les déplacements par rapport à X longitudinalement pour éviter l'effet des différentes charges horizontales sur la stabilité de votre ouvrage. Donc, voici un modèle simple pour un banc en poutre avec une seule travée, dont la longueur de la travée égale 16 mètres, avec 7 poutres et 6 espacements, espacés de 1,36 mètres. La prochaine fois, je vais vous montrer l'application, comment on va appliquer les différentes charges permanentes et exploitation. Selon le règlement de travail. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Donc, une deuxième partie que je vais présenter aujourd'hui qui porte essentiellement sur la modélisation d'un banc en poutre. Donc, dans une première vidéo, je vous ai montré juste la partie qui porte essentiellement sur la modélisation des différents éléments en béton armé, bien sûr, d'un banc à poutre. Et dans une deuxième vidéo, je vais juste vous montrer les différentes charges appliquées sur un banc à poutre selon la norme CETRA. Donc, pour la première charge, puisque dans le modèle, on a considéré les poutres ainsi que le tablier en béton armé, donc on doit considérer comme une première charge permanente, c'est le poids propre de la structure, déjà qu'on peut l'appliquer automatiquement avec le logiciel robot et qui existe avec cette icône-là. Maintenant, elle est désactivée parce que la charge est déjà appliquée. Donc, la première charge permanente, bien sûr, c'est le poids propre des éléments du banc à poutre, essentiellement le tablier, avec une épaisseur bien définie, un matériau bien défini. Donc la masse volumique de béton armé connue, l'épaisseur donnée, donc le robot capable de calculer son poids propre, ainsi que le poids propre des poutres et des entretoises. Comme deuxième charge, la couche d'étanchéité, et c'est une charge surfacique appliquée sur la totalité de la surface du banc. Ici, avec une intensité égale à 0,66 kPa, dépend de l'épaisseur de la couche d'étanchéité ainsi que
la densité, masse volumique du matériau utilisé. Donc cette charge appliquée sur la totalité de notre pan. La couche de roulement, et bien sûr, c'est une charge qu'on doit calculer en fonction du matériau, de son épaisseur. On peut déterminer la charge par mètre carré. Et c'est une charge appliquée uniquement sur la largeur roulable, c'est-à-dire la zone considérée pour la circulation des différents véhicules. Donc, la deuxième charge, toujours permanente, comme la couche d'étanchéité, comme le poids propre des différents éléments. La couche de roulement, c'est une charge surfacique à calculer en fonction de l'épaisseur et du matériau et appliquée uniquement sur la largeur roulable du pan. Aussi, une charge permanente et aussi d'exploitation du trottoir, s'il existe. Une largeur bien définie, avec une épaisseur, matériau, donc je peux déterminer son poids propre, et donc je vais appliquer une charge surfacique sur un contour bien défini qui représente ce trottoir, qu'elle soit de deux côtés ou bien d'un seul côté, ainsi que la charge d'exploitation sur la même surface. Pour les barrières, dans ce cas-là, à gauche, j'ai un barrière BN4 avec une intensité égale à 0,65 kN par mètre linéaire appliquée sur, c'est une charge linéaire appliquée sur le bord de notre contour. Dans ce cas-là, j'ai deux pans roulants, deux pans à poutre. Donc à gauche, j'ai un barrière BN4. Il y a une barrière BN4, donc c'est une charge linéaire appliquée sur le bord gauche, dans notre cas, avec une intensité égale à 0,65 définie selon, bien sûr, la norme. Corniche aussi, c'est une charge permanente, linéaire. Maintenant, pour la circulation, je vais considérer les différentes charges A et les charges BC. Et les charges BC. Charge BC représente ici les camions. Les camions. Et donc, dans ce cas-là, je vais appliquer une charge roulante. Selon la norme, il faut que chaque voie soit chargée par un fil BC et le fil il contient deux camions DC et donc c'est une charge dont l'intensité est définie comme étant des forces concentrées qui représentent l'action de la roue sur les chaussées et comme je vous ai dit, dans cette charge-là doit être appliquée en tant que une charge roulante avec, comme je vous ai dit, avec deux camions par fil. Et je vais considérer deux cas dans notre projet. Une fois, parce que dans notre cas, le pont, elle possède deux voies de circulation. Donc, dans ce cas-là, je vais considérer une seule voie chargée. Et dans une autre cas, le deuxième voie chargée. Et après, dans les combinaisons de charge, je vais considérer tous les cas possibles pour avoir le cas le plus défavorable. Ou bien une seule voie chargée, ou bien deux voies chargées. La charge PC, ce sont les charges du camion. Et le cas le plus défavorable, c'est une seule ou bien deux voies chargées par un fil de camion. Et chaque fil, il contient deux camions dont les charges sont bien définies dans la norme CITRA ou bien dans les différents cours des ouvrages d'art. La dernière charge, bien sûr, PC et les charges AL sont des charges d'exploitation. Donc, pour les charges AL, c'est une charge surfacique uniforme appliquée sur la largeur roulable et qui représente l'embouteillage. C'est ça veut dire plusieurs fils des véhicules à la fois appliqués sur notre pont. Et donc, je vais considérer ça comme étant un embouteillage. Et donc, toute la surface de notre pont, de la largeur considérée, elle est chargée par les véhicules. Et dont la densité ici, c'est 15,5 kPa. Et c'est une charge qui dépend bien sûr de la longueur de la travée. Dans ce cas-là, on a considéré un pont en poutre.
avec une seule voie. Et dans ce cas-là, voici les différentes charges appliquées. Je vous ai montré dans des anciennes vidéos comment on applique des charges linéaires sur un contour, ou bien une charge surfacique, ou bien une charge sur un contour bien défini d'un panneau. Donc juste ici, j'ai un petit résumé sur les différentes charges à appliquer sur un pan à poutre. Et comme je vous ai dit, après, vous allez juste générer les combinaisons de charges selon la norme considérée pour qu'on puisse déterminer les différentes sollicitations les plus défavorables pour qu'on puisse calculer le ferrillage des poutres et des tabliers. Je vous remercie.